Véronique, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Donc, vous m'entendez bien? Moi, je vous vois et je vous entends, donc on est ensemble, c'est super. Ben, écoutez, désolée de ne pas être en présence avec vous aujourd'hui, mais c'est quand même un immense plaisir de pouvoir modérer la présentation qui sera très, très riche aujourd'hui, j'en suis certaine. Permettez-moi de me présenter d'abord. Donc, mon nom est Catalina Brisseigno. Je suis directrice et professeure à l'École des médias de l'UQAM. Et il se trouve que j'ai eu aussi l'insigne honneur d'animer la première rencontre, pas la première rencontre des experts à Québec en mai, mais des journées qui ont ouvert, en fait, qui ont lancé un peu tout le travail, évidemment, qui s'en est suivi de réflexion autour du groupe d'experts dont il sera question aujourd'hui. Donc, tout ça pour vous dire que je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième rencontre de ce cycle de conférences, donc des Midis de la culture, qui sont co-organisées par la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles et la coalition pour la diversité des expressions culturelles, la CEDEC, donc c'est ça. Donc, tout ça pour vous rappeler que c'est un cycle de conférences qui va donc s'étaler entre janvier et le mois d'avril à raison d'une conférence par mois qui porteront essentiellement sur un des thèmes d'actualité en lien avec la Convention de 2005 qui célèbre ses 20 ans, donc cette année. L'objectif, évidemment, c'est de continuer, de poursuivre un travail de sensibilisation auprès de divers publics, le milieu académique, évidemment, universitaire, mais également le secteur des professionnels, des secteurs culturels et médiatiques et tout autre public, évidemment, qui s'intéresse aux questions des expressions et de la diversité des expressions culturelles. Donc là-dessus, les co-organisateurs, co-organisatrices, devrais-je dire, remercient également les partenaires des Midis de la culture, en l'occurrence l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique, le groupe Obvia, et la faculté de droit donc de l'Université de Laval, grâce à qui donc et qui nous reçoit aujourd'hui évidemment pour cette rencontre. Alors, juste avant de remettre la parole à Clémence Varin, qui aura le plaisir donc de nous mettre un peu la table, de nous contextualiser la raison pour laquelle on se retrouve ici aujourd'hui, j'aimerais vous présenter d'emblée les panélistes avec qui que vous entendrez aujourd'hui. Donc, permettez-moi de vous les présenter. Donc, d'abord, Véronique Guèvremont, qui sans doute chez vous se passe de présentation, mais qui est professeure à la faculté de droit et à l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval, pardon. Elle est titulaire de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles et co-responsable de l'axe Arts, médias et diversité culturelle de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Elle est également co-directrice scientifique, innovation et implication sociétale du Consortium de recherche en intelligence artificielle IVADO. Diplômée de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, elle enseigne depuis 2006 le droit international de la culture et le droit international économique. Ses travaux les plus récents portent notamment sur la protection de la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique, la découvrabilité des contenus culturels francophones et le traitement des biens et services culturels dans les accords de commerce. Véronique Guèvremont est membre de la Banque d'expertise de l'UNESCO sur la diversité des expressions culturelles depuis 2015. Elle collabore régulièrement avec de nombreux ministères et organismes culturels québécois, canadiens et internationaux. Euh, Ensuite, nous avons Marie-Julie Desrochers, qui est en ligne, si je ne m'abuse. Vous devriez la voir si vous ne la voyez pas apparaître à l'écran. Elle est là. Bonjour. Donc, Marie-Julie est directrice générale de la Coalition pour la diversité des expressions culturelles depuis 2022 et favorise donc par son travail la concertation et la mobilisation du milieu culturel canadien en matière de protection et promotion de la diversité des expressions culturelles. Elle assure également le rôle de secrétaire générale de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle, ce qui l'amène à participer activement, au nom de la société civile, aux travaux de l'UNESCO en lien avec la Convention de 2005 et à participer à des groupes de travail liant culture et développement durable. Auparavant, elle a travaillé à l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, donc mieux connu sous l'acronyme ADISC, notamment aux affaires réglementaires et à la recherche. Elle détient une maîtrise en études littéraires, un baccalauréat en littérature de langue française et un diplôme en arts et technologies des médias.
Nous avons ensuite Destiny Chewali, donc mon cher collègue, professeur au département de communication sociale et publique de l'Université du Québec à Montréal. Il est co-titulaire de la chaire de recherche du Québec sur l'intelligence artificielle et le numérique francophone et titulaire de la chaire UNESCO en communication et technologie pour le développement. Les travaux de recherche donc de Destinée, ses publications des dernières années portent sur la découvrabilité et l'accès à la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique. Il s'intéresse en particulier aux impacts de l'intelligence artificielle et des systèmes de recommandation algorithmiques sur la promotion et la mise en valeur des contenus et produits culturels nationaux et locaux des pays de l'espace francophone. En lien avec ses intérêts de recherche, donc, Destiny agit également comme expert auprès des différents gouvernements et organisations internationales et supranationales, telles l'UNESCO, l'Organisation internationale de la francophonie, les commissions européennes, etc., dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques et de stratégies nationales, régionales et internationales dans les domaines de la culture et du numérique. Et finalement, et non le moindre, en ligne également et beaucoup plus loin que toutes nous autres, qui nous parle de la France. Donc Guillaume Prieur est président de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle, diplômé de droit public de l'Université de Rouen et de sciences politiques de l'Institut d'études politiques de Paris. Il est le directeur des affaires institutionnelles et européennes de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la SACD, la plus ancienne société d'auteurs au monde fondée par Beaumarchais en 1777. Comme quoi, il y a des systèmes qui durent longtemps. Il assure le secrétariat général de la Coalition française et des coalitions européennes pour la diversité culturelle. Alors, ne me dites pas qu'on n'a pas là une magnifique brochette donc d'intervenants et d'intervenantes que nous allons entendre dans un instant. Mais sans plus tarder, j'aimerais inviter donc Clémence Varin, qui est avec vous dans la salle, si je ne m'abuse, à vous faire une présentation qui va nous permettre de mieux mettre un contexte et un cadre autour des conversations qui suivront. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais revenir brièvement sur les différents temps forts en fait, qui ont mené à l'élaboration des 11 recommandations du groupe de réflexion sur la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique dont il va être question aujourd'hui. Ce qui va nous permettre, je l'espère, d'avoir en tête le contexte dans lequel elles s'inscrivent pour le restant de nos discussions. Avant toute chose, il convient de rappeler que les réflexions en lien avec la mise en œuvre de la Convention dans l'environnement numérique ne sont pas nouvelles. Elles occupent les parties à la Convention depuis une dizaine d'années déjà. Dès 2012, les parties à la Convention ont commencé à se soucier de l'utilisation croissante des technologies numériques et de leur impact potentiel sur la diversité des expressions culturelles. Et c'est à partir de cette date que les parties ont entamé un travail de réflexion à ce sujet. Les premières réflexions ont porté sur l'application de la Convention dans cet environnement, mais aussi sur les meilleures façons de répondre à ces défis. Les parties se sont interrogées notamment sur la pertinence de la Convention, sur s'il fallait modifier le texte et sur la nécessité d'un nouvel instrument. Ces réflexions, elles ont abouti finalement pour la première fois en 2017 sur l'adoption de directives opérationnelles sur la mise en œuvre de la Convention dans l'environnement numérique. Ces directives, elles ne vont pas au-delà de la Convention, elles ne vont pas au-delà de ce qu'elle prescrit, mais elles offrent plutôt un cadre stratégique pour la compréhension, l'interprétation et la mise en œuvre de la Convention dans un environnement numérique où les biens et les services culturels sont créés, produits, diffusés, consommés et ou stockés par voie électronique. Ces directives, elles réaffirment plusieurs choses, notamment le principe de neutralité de la Convention. Elles reconnaissent la double nature culturelle et économique des biens et services culturels, quels que soient les moyens et les technologies utilisées. Et elle réaffirme également le droit souverain des États de formuler, d'adopter et de mettre en œuvre des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique. En 2019, les parties à la Convention ont adopté un nouvel outil, une feuille de route pour la mise en œuvre de la Convention dans l'environnement numérique, qui propose 20 activités de référence et 5 résultats prioritaires attendus. Elle est principalement destinée aux parties et vise surtout à les aider à développer leur propre feuille de route nationale en fonction de leurs ressources et de leurs besoins prioritaires. Lors de l'adoption de cette feuille de route, la conférence des parties a invité les parties à la Convention, donc c'est les États qui ont signé cette Convention, à adopter leur propre feuille de route nationale.
À ce jour, seules 4 parties à la Convention ont soumis leur feuille de route, à savoir le Canada, donc y compris le Québec, la France, la République de Corée et l'Allemagne. La plupart des mesures qui ont été répertoriées jusqu'à il y a quelques années dans les rapports périodiques de la Convention en lien avec le numérique se limitaient et se limitent encore aujourd'hui à quelques catégories, notamment la numérisation des collections des bibliothèques, par exemple, l'investissement dans les infrastructures numériques comme la numérisation des salles de cinéma. Et le constat est qu'il y a peu encore de mesures réglementaires en lien avec la protection, la promotion de la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique. Ce constat, compilé à l'arrivée de nouvelles technologies numériques de plus en plus sophistiquées, comme l'intelligence artificielle, a contraint les parties à aller encore plus loin dans les outils à mettre en place par rapport à la mise en œuvre de la Convention dans l'environnement numérique. En juin 2023, lors de la 9e session de la conférence des parties, la conférence a invité le comité intergouvernemental de la Convention à engager une réflexion approfondie sur 4 thématiques qu'elle avait identifiées, à savoir la promotion de la diversité linguistique des contenus culturels, la découvrabilité des contenus culturels nationaux et locaux sur les plateformes numériques, l'importance d'une transparence accrue et significative des plateformes numériques autour des enjeux culturels et l'impact de l'IA sur les industries culturelles et créatives. La conférence des parties a également demandé au secrétariat de la Convention de créer un groupe de réflexion sur la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique, avec pour mandat de formuler des recommandations sur ces 4 thématiques en vue du prochain comité, donc le comité qui a eu lieu il y a 2 semaines, donc en février 2025. Un appel à experts a été lancé en 2023 et les résultats ont été communiqués donc en février 2024. Et on a abouti avec un groupe de 18 experts, à raison de 3 experts provenant des 6 groupes régionaux de l'UNESCO. 2 experts dont nous avons la chance d'avoir 2 experts aujourd'hui avec nous de ce groupe de réflexion. Les experts se sont réunis à 2 reprises au courant de l'année 2024. La première réunion a eu lieu à Québec du 28 au 30 mai 2024. Cette réunion a été précédée par une journée de conférence qui a été organisée par la Coalition canadienne pour la diversité des expressions culturelles, avec qui nous co-organisons ce Midi de la Culture, et la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle, conférence qui était intitulée « Faire rayonner nos cultures à l'ère numérique » et qui avait lieu le 27 mai. Lors de cette première réunion du groupe de réflexion à Québec, les experts ont poursuivi 3 objectifs. Ils ont tout d'abord cerné les enjeux, les défis et les opportunités propres à chacune des 4 thématiques de travail. Ils ont ensuite identifié les enjeux prioritaires et hiérarchisé les besoins. Et enfin, ils ont esquissé des pistes d'action à entreprendre par les diverses parties prenantes. À l'issue de cette première rencontre, les experts ont proposé un cadre d'action structuré en 4 grands domaines que vous voyez ici, donc 4 grands domaines d'intervention pour orienter les futurs travaux du groupe. Donc, ces 4 domaines étaient l'action normative, le partage d'informations et de bonnes pratiques, la sensibilisation et le plaidoyer, et enfin, le renforcement des capacités. La deuxième réunion du groupe de réflexion a eu lieu en novembre à Paris. Elle a permis aux experts de valider cette structure, mais aussi de formuler leurs 11 recommandations. La méthode de travail choisie pour ces 2 réunions a consisté en une alternance entre des discussions en séance plénière et des échanges en sous-groupe afin de stimuler les discussions entre tous les experts présents. Lors de ces travaux, les experts ont pu bénéficier du soutien du secrétariat de la Convention, mais aussi de 5 membres de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles que vous voyez sur cette diapo. Ces étudiants ont facilité le travail des experts en prenant notamment des notes et en rédigeant différentes synthèses. La publication des recommandations a eu lieu, de ces 11 recommandations, a eu lieu donc à la mi-décembre 2024 et elles ont été ensuite présentées et examinées par le comité intergouvernemental de la Convention le 13 février dernier. Je vais m'arrêter ici et laisser la parole à Véronique et Destiny afin qu'ils puissent vous présenter plus en détail ces recommandations. Merci beaucoup, Clémence. Clémence était d'ailleurs parmi le groupe d'étudiants et membres de la chaire qui nous avons accompagnés
dans le cadre de ces travaux et je les remercie. Merci à vous d'être là en ligne, également dans la salle, dont des amis de la Convention de longue date qui me fait très plaisir de revoir. Et donc, Destiny et moi allons nous partager la présentation des 11 recommandations auxquelles Clémence vient de faire référence. J'aborderai dans un premier temps les 2 premiers domaines d'action qui nous ont guidés dans la formulation des recommandations, soit l'action normative et le partage d'informations et de bonnes pratiques. Et Destiny enchaînera en vous parlant des recommandations qui visent le renforcement des capacités et la sensibilisation et le plaidoyer. Alors, oui, je commence avec cette première recommandation, la seule en fait, qui a été formulée en ce qui concerne l'action normative. Donc, il faut dire que nous sommes effectivement passés dans le cadre de nos travaux assez rapidement à un travail par thème prioritaire. Clémence vous a présenté les 4 thèmes prioritaires sur lesquels les experts avaient à se pencher. Donc, nous avons débuté par identifier les défis, les enjeux, les opportunités que nous procurent les technologies numériques en lien avec ces 4 thèmes prioritaires, à des réflexions sur des pistes d'action qu'il faudrait envisager pour faire progresser la Convention en lien avec ces 4 thèmes. Et il nous est apparu finalement que quel que soit le thème, diversité linguistique des contenus, découvrabilité, intelligence artificielle ou transparence, en fait, nous revenions sans cesse vers les mêmes actions. Le renforcement des capacités, le renforcement des normes ou encore éducation et échange d'informations. Ce qui fait que dans le cours de nos travaux, nous avons basculé vers ce travail de formulation des recommandations par domaine d'action et notamment, ce qui nous est apparu, c'est que l'ampleur des enjeux, des défis, nous incitait notamment à nous pencher sur la norme en vigueur, celle avec laquelle les parties travaillent, celle qui est mise en œuvre, soit la Convention de 2005, ces directives opérationnelles, notamment les directives opérationnelles visant à mettre en œuvre la Convention dans l'environnement numérique, mais potentiellement des normes nouvelles qui nous permettraient peut-être de cheminer, d'aller encore plus loin dans la mise en œuvre de la Convention dans l'environnement numérique. Alors, divers éléments ont été pris en compte pour nous mener à cette recommandation 1, qui est la suivante, l'adoption d'un protocole additionnel à la Convention visant donc sa mise en œuvre dans l'environnement numérique. Quels sont ces éléments qui ont d'abord été pris en compte? Le premier a d'abord été ce constat de la part des experts que la Convention de 2005 demeure un instrument juridique pertinent. Ses objectifs sont encore totalement pertinents 20 ans après son adoption. On célèbre cette année son 20e anniversaire. Ces objectifs peuvent et doivent être atteints dans l'environnement numérique et il n'y a pas lieu de formuler de nouveaux objectifs. De même, Clémence l'a dit, cette convention est technologiquement neutre et ce sont l'ensemble de ces dispositions qui ont une portée et qui doivent être mises en œuvre dans l'environnement numérique. De plus, les directives opérationnelles actuelles, incluant celle de 2017 visant à mettre en œuvre cet instrument dans l'environnement numérique, sont encore pertinentes. Elles sont très détaillées et elles contiennent des énoncés de politiques et mesures que les États doivent continuer à mettre en œuvre et les experts ont été très fermes sur ces éléments. Alors, il faut voir dans cette recommandation 1 qui vise l'adoption d'un protocole additionnel, d'abord, je dis toujours en ces termes, un acte de foi dans la Convention 2005 et une volonté pour les experts de continuer à évoluer dans ce cadre pour promouvoir la protection, en fait, pour aller de l'avant, améliorer la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique. Mais les experts ont aussi jugé qu'il fallait aller plus loin que ce cadre, compléter la Convention de 2005, la renforcer et l'enrichir pour répondre aux défis, aux enjeux auxquels on fait face aujourd'hui. Parce qu'il faut se le dire,
la Convention a été négociée de 2003 à 2005 dans un contexte, notamment technologique, totalement différent de celui dans lequel on est aujourd'hui. Et les industries culturelles et créatives, les artistes, les professionnels de la culture sont confrontés à des défis qui étaient impossibles d'envisager au moment où la Convention a été négociée. Même si les technologies numériques étaient présentes, on était bien loin de penser qu'aujourd'hui, des systèmes d'IA génératifs permettent de créer de nouveaux contenus culturels, de la musique, des images, des vidéos, du texte. Et ces défis sont importants et il nous paraît donc nécessaire de préciser et même d'énoncer de nouvelles normes et de nouveaux principes devant guider les États dans l'adoption de politiques et mesures visant l'environnement numérique. Alors, partant de ce constat que nous avons besoin de nouvelles normes et que l'on veut rester dans le cadre de la Convention de 2005, les choix devenaient limités, mais deux voies quand même étaient envisageables. La voie de la souplesse et de ce qu'on appelle dans notre jargon juridique le droit mou, donc d'instruments juridiques non contraignants comme le sont les directives opérationnelles. C'est une option qui a été envisagée de modifier ces directives, les bonifier, en adopter de nouvelles. Ont été évoqués les scénarios d'ajouter des annexes aux directives actuelles, peut-être d'aller vers un plan d'action. Mais je dois dire qu'il y a quelque chose qui a arrêté les experts, c'est le constat que ces instruments souples ont atteint, en tout cas, n'ont pas démontré, n'ont pas permis d'atteindre parfaitement les objectifs qu'on s'était fixés quand on les a adoptés. Et Clémence a bien rappelé que, par exemple, la feuille de route visant à mettre en œuvre la Convention dans l'environnement numérique, qui devait faire guider les parties vers l'adoption de feuilles de route nationales, eh bien, seulement 4 parties ont à ce jour déposé leur feuille de route. Donc, cette voie souple, elle a permis des avancées. Clémence l'a aussi mentionné, un certain nombre de politiques pour mettre en œuvre la Convention dans l'environnement numérique, mais notamment très peu de mesures d'ordre juridique, des lois, des règlements permettant d'encadrer les acteurs qui créent, produisent, diffusent du contenu culturel dans l'environnement numérique afin qu'ils assurent eux-mêmes une diversité d'expression culturelle. Alors, je vous dirais que ce sont ces éléments qui ont guidé les experts à envisager l'autre voie, celle d'un instrument juridique contraignant. Et là, 3 options s'offraient aux experts, dont 2 ont été écartées d'emblée. La première aurait pu être tout simplement d'élaborer un nouvel instrument juridique contraignant, une nouvelle convention. Mais je l'ai déjà dit, les experts voulaient rester dans l'enceinte de cette convention de 2005. Donc, on excluait négociation d'un nouveau traité. Deuxième option, modifier la convention actuelle. La convention 2005, c'est prévu dans les dispositions de la convention, l'amendement. Mais c'est un risque parce que lorsqu'on ouvre un traité, tout est remis sur la table. Et donc, on courait le risque de renégocier des dispositions qui ont été très difficiles à intégrer dans la Convention de 2005. Les négociations, bien qu'elles se soient déroulées rapidement de 2003 à 2005, ont tout de même achoppé sur un certain nombre de clauses qui auraient pu être remises en question. Et donc, rouvrir le texte, c'est aussi une possibilité de recul par rapport à certains acquis et aucun expert ne voulait prendre ce risque. Alors, est apparue cette option, nommée notamment par le service des affaires juridiques de l'UNESCO qui nous a accompagnés pour envisager divers scénarios, de négocier un protocole additionnel à la Convention. Et c'est une option qui est apparue très séduisante pour les experts parce qu'elle nous permet de rester dans le cadre de la Convention de 2005 tout en additionnant des normes juridiquement contraignantes de même niveau par rapport à l'instrument primaire qu'est la Convention de 2005. Alors, c'est sur la base de ces considérations, cette volonté d'avoir un texte contraignant permettant de
d'aller encore plus loin par rapport à des engagements qui seraient pris par les parties pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique. C'est ce qui a fait que les experts ont opté pour cette voie du protocole qui permet, et vous le voyez dans le texte des recommandations, l'ajout de principes qui ne sont pas présents dans la Convention de 2005, mais qui sont devenus fondamentaux pour la diversité des expressions culturelles en ligne. Par exemple, le principe de transparence. La transparence qui doit être assurée partout. On le sait avec l'IA générative à quel point il faut savoir quelles sont les données d'entraînement des systèmes d'IA, quels sont les contenus qui ont entraîné les modèles et qui sont utilisés pour générer de nouvelles expressions culturelles et à tous les stades de la production, de la distribution aussi avec les algorithmes de recommandation et jusqu'à l'accès. On a besoin de transparence. Il faut aussi un autre principe important, la reconnaissance de l'unicité de la créativité humaine qui est concurrencée aujourd'hui par les IA génératives. Donc, l'ajout de principes fondamentaux devant guider ensuite des engagements et les experts proposent des exemples d'engagement qui portent sur la diversité linguistique des contenus nationaux, locaux et aussi en langue autochtone, parce que c'est un sujet dont nous avons discuté, des engagements en matière de découvrabilité aussi et de transparence, encore une fois, visant en particulier les systèmes d'IA. Alors, je m'arrête ici pour la recommandation 1. On pourrait y revenir certainement dans le cadre de la discussion. Je passe plus rapidement sur le deuxième domaine d'action parce que si vous connaissez un peu la Convention, c'est du terrain connu, mais il y a tout de même lieu, selon les experts, d'améliorer la collecte et le partage d'informations. On sait qu'il s'agit là du mécanisme de suivi par excellence des conventions culturelles de l'UNESCO, cet échange d'informations et de bonnes pratiques qui passe notamment par la production d'un rapport quadriennal en ce qui concerne la Convention de 2005. Or, quadriennal dit un rapport tous les 4 ans. Et avec la vitesse à laquelle évoluent les technologies numériques qui demandent aux États de réagir par la voie des politiques et mesures adaptées à cet environnement numérique, les experts jugent qu'il faut une collecte d'informations sur une base beaucoup plus régulière, notamment sur les 4 sujets prioritaires. Nous avons très peu d'informations sur ce que les États adoptent comme politique et mesures et qu'il faut partager aussi ces informations également sur une base plus régulière. Donc, les experts recommandent d'optimiser la collecte et le partage d'informations et d'améliorer la diffusion. Il y a une plateforme que peut-être certains d'entre vous connaissez de suivi des politiques, plateforme de suivi des politiques et mesures qui est assez peu connue. Donc, la faire connaître davantage aussi cette plateforme, qu'elle bénéficie aux partis, mais aussi aux acteurs de la société civile comme source d'inspiration pour demander à leurs États d'agir pour protéger et promouvoir la Convention dans l'environnement numérique. Et on demande aussi, les experts proposent de réviser le cadre des rapports périodiques quadriennaux pour collecter davantage d'informations, encore une fois, sur les 4 sujets prioritaires. Sur ce, je cède la parole à mon collègue Destiny pour la suite des recommandations. Merci Véronique et permettez-moi aussi donc de vous exprimer toute ma gratitude et l'immense plaisir que j'ai de me prêter à cet exercice de restitution et d'échange autour des recommandations de notre groupe de réflexion. Dans le domaine d'action 3, qui est dédié à la sensibilisation et au plaidoyer, c'est un domaine d'action que nous avions, que les experts ont estimé essentiel, notamment dans l'esprit de devoir mobiliser toutes les parties prenantes, que ce soit la société civile, le secteur privé, les organisations internationales, autour notamment des objectifs de la Convention. Et cela dans le but, dans un premier temps, avec la recommandation 4, de devoir créer un cadre de concertation et de dialogue, un cadre qui soit ouvert, qui soit inclusif et qui réunit justement toutes les parties à la Convention, de sorte à leur permettre d'échanger régulièrement avec une diversité d'acteurs, et ça inclut aussi le secteur privé, hein, notamment les propriétaires de plateformes ou les concepteurs de systèmes d'IA. Et donc, ensemble, de pouvoir avoir ce lieu d'échange qui permettrait d'aborder ensemble et de trouver ensemble des solutions aux défis et aussi de pouvoir saisir les opportunités liées à l'atteinte des objectifs de la Convention dans l'environnement numérique. Et
Concrètement, les experts ont estimé que ces actions de sensibilisation pourraient prendre la forme d'événements internationaux organisés ou qui se tiendraient sur une base périodique, du genre des assises ou des forums ou symposiums, et avec l'objectif en particulier de pouvoir partager les expériences, essayer de tirer des enseignements de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. On ne parle pas que de bonnes pratiques, on parle aussi peut-être de pratiques qui, justement, ne seraient pas à recommander ou à dupliquer. Et aussi de devoir s'inspirer de toutes les solutions que les technologies émergentes comme l'IA peuvent aussi nous permettre disons, de mobiliser ou d'utiliser comme levier pour trouver des solutions en matière de promotion et de protection de la diversité des expressions culturelles. Et en dehors de cet aspect lié à un cadre de dialogue et de concertation, il y avait aussi l'ambition et la volonté de notre groupe d'experts d'attirer l'attention, en fait, d'attirer vraiment l'attention sur les expressions culturelles locales, minoritaires ou autochtones qui sont souvent marginalisées par le marché numérique mondial. Et c'est ce qui nous a amené à penser au niveau de la recommandation 5 à devoir mettre en œuvre des actions concrètes de plaidoyer, renforcer, soutenir le plaidoyer, une fois encore en s'appuyant sur des opérateurs de terrain comme les organisations de la société civile, mais aussi les acteurs culturels et les décideurs publics, afin de pouvoir garantir finalement une meilleure prise en compte des besoins qui sont très spécifiques à certains contextes culturels et des contextes numériques locaux, nationaux et régionaux qui sont très disparates par ailleurs, hein. Et donc, les experts recommandent et encouragent fortement de pouvoir adopter des positions communes dans toutes les enceintes internationales ou régionales au sein desquelles, justement, se prennent des décisions susceptibles d'influencer l'évolution de la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique. C'est essentiel cet aspect-là, de pouvoir parler d'une même voix, parce qu'on se rend compte que quand il n'y a pas un rapprochement des positions nationales et qu'on se retrouve dans des enceintes ou justement internationales où on doit recommander des mesures ou prendre des actions ou des initiatives en matière de promotion et de protection de la diversité numérique, bien évidemment, il peut y avoir des dissidences ou justement des déséquilibres au niveau des voix des différentes parties. La recommandation numéro 6 maintenant, elle porte vraiment sur la sensibilisation du public aux pratiques et aux comportements qui doivent être considérés comme culturellement responsables dans l'environnement numérique, et cela par le biais d'initiatives d'éducation culturelle. Les experts ont estimé en effet qu'on a beau prendre des lois et des mesures pour réaffirmer la souveraineté culturelle de nos États et nations, si tant est-il qu'on ne se préoccupe pas par exemple, des jeunes publics. Vous savez, les jeunes publics qui sont ceux qui sont les plus susceptibles de rechercher des contenus culturels via Internet, mais qui sont aussi des fois les moins susceptibles de s'intéresser à des contenus nationaux, locaux, francophones, québécois ou autres. Et ce n'est pas par, disons, manque de volonté ou d'intérêt, c'est souvent aussi par le fait que justement, on n'a pas assez aiguisé leur appétence et développé à travers une éducation culturelle et artistique leur sensibilité à pouvoir, disons, s'identifier et apprécier ces contenus culturels diversifiés au niveau national et local. Et donc, le travail d'éducation culturelle était considéré par les experts comme étant très important d'un point de vue des actions de sensibilisation. Sensibilisation aussi parce que vous le savez certainement déjà, il est important de pouvoir favoriser davantage la compréhension du fonctionnement de tous ces outils numériques, de ces systèmes d'intelligence artificielle qui justement stimule le développement de nouveaux usages, de nouvelles pratiques, mais en même temps, quand on ne comprend pas qu'est-ce qui, justement, détermine le fonctionnement et les modèles d'affaires, par exemple des algorithmes et des plateformes numériques, on peut avoir, disons, on peut être moindrement sensibilisé, en fait, je dirais, à la nécessité d'avoir une démarche responsable et critique dans la manière dont nous utilisons ces outils-là.
En dehors des actions d'éducation et de sensibilisation, donc vous voyez, qui vont viser beaucoup les citoyens pour en faire des consommateurs culturels plus avertis, il y a la nécessité, et là j'aborde le domaine d'action 4, de devoir renforcer les capacités, les compétences. On a estimé ici, à travers ce domaine d'action, qui est considéré comme un domaine clé pour mettre en œuvre la Convention dans l'environnement numérique, en particulier dans les pays en développement, qu'il y a des écarts de plus en plus importants entre la manière dont, justement, nous développons une littératie en matière de numérique, une littératie en matière d'algorithmes et d'interaction avec des algorithmes. Et donc, les experts ont souhaité que les actions de renforcement de capacité puissent permettre aux artistes, aux créateurs, aux professionnels de la culture, mais aussi à des décideurs publics en charge des politiques culturelles, de pouvoir justement renforcer leurs compétences en matière de numérique. Et cela pourrait passer par, disons, le développement de ressources éducatives comme les cours en ligne massifs, de s'assurer que ces cours soient adaptés aussi à des réalités locales, à des besoins locaux, et de pouvoir promouvoir l'éducation aux arts et d'encourager une collaboration équilibrée entre l'humain et la machine. La recommandation 7, qui a été une recommandation très forte et très inspirée, propose justement de créer des plans nationaux de renforcement des capacités en matière de culture numérique. Parce que tout à l'heure, on a énuméré un ensemble d'actions qu'on pourrait mettre en place pour renforcer les capacités, mais il faut que cela s'intègre dans une stratégie et dans un plan basé sur une vision à long terme qui permettrait justement aux acteurs de mieux maîtriser les outils numériques, l'intelligence artificielle, entre autres, et de pouvoir justement, à travers des programmes bien spécifiques, aller dans le sens d'une prise en compte et d'une inclusion particulière des populations et des publics qui sont souvent en marge. Donc, je parle des groupes minoritaires, des autochtones et bien d'autres qui se retrouvent en situation de vulnérabilité aussi par rapport à l'utilisation de ces outils-là. J'irai maintenant vers la recommandation 8, qui est la mise en place justement de programmes d'éducation artistique. Notamment ici, on pense mobiliser la nécessité de mobiliser par exemple les établissements d'enseignement supérieur spécialisés dans les arts pour pouvoir proposer et garantir des formes d'apprentissage et de formation qui soient centrées sur l'humain et qui favorisent justement une expression de la créativité, qu'elle soit assistée ou renforcée par des outils comme l'IA notamment. La recommandation 9 vise à soutenir et appuyer davantage la création de nouvelles chaires UNESCO, de chaires UNESCO dans le domaine de la culture numérique, parce que les experts ont estimé qu'il était important de promouvoir la recherche, de développer de nouvelles connaissances à travers peut-être la création de nouveaux indicateurs et de pouvoir, une fois encore, contribuer à l'avancement des connaissances dans des domaines qui sont très peu explorés aujourd'hui et notamment qui seraient à l'interface ou à l'articulation de la culture et du numérique. Pour la recommandation 10, il est question de créer un réseau mondial d'experts en culture numérique et en IA. Et le groupe d'experts souhaiterait, en fait, à travers cette recommandation, insister sur la nécessité, justement, de pouvoir mobiliser différentes formes d'expertise. Ici, on parle à la fois d'experts académiques, universitaires, mais aussi d'experts de la société civile, mais aussi de spécialistes de la culture et du numérique, qui se retrouveraient donc et qui pourraient constituer une forme de laboratoire d'innovation et de créativité numérique en se penchant sur des enjeux décisifs et importants en amont à tout ce qui se négocie ou se discute dans les enceintes internationales en lien avec la diversité des expressions culturelles. Ça fait le tour de domaines d'action 3 et 4 et je cède la parole à nouveau à Véronique pour la dernière recommandation. Oui, effectivement, il y a une 11e recommandation qui sort des 4 domaines d'action. Elle sort de ces domaines parce qu'elle s'adresse en fait à l'UNESCO de manière générale et non pas spécifiquement aux parties à la Convention ou encore au secrétariat de la Convention de 2005. Et cette recommandation vise le renforcement de l'action de l'UNESCO sur l'IA et la culture. Renforcement qui aurait 2 volets.
premièrement, d'améliorer à l'interne la coordination de ces travaux sur l'IA et la culture. Le fait est, par exemple, qu'aujourd'hui, dans le cadre de la Convention 2005, on parle d'intelligence artificielle, mais qu'il y a d'autres directions à l'UNESCO, par exemple celle qui chapeaute la recommandation sur l'éthique de l'IA, qui comprend des recommandations sur la culture. C'est géré par une autre équipe. Et je pense qu'il faut davantage de coordination à l'interne pour tout ce qui concerne l'IA et la culture et notamment pour être plus fort à l'externe, c'est-à-dire que l'UNESCO soit davantage représenté dans d'autres enceintes internationales où il est question d'intelligence artificielle, où on développe des cadres éthiques, voire juridiques, visant l'utilisation de l'IA pour que les enjeux relatifs à la culture aient une voix, soient mis de l'avant et soient prises en compte dans le développement de ces cadres ou dans toute action menée par ces autres organisations internationales, parce que le fait est qu'aujourd'hui, on ne parle à peu près pas de culture, de diversité culturelle et de diversité des expressions culturelles dans ces autres enseignes qui s'intéressent à l'IA. Alors, je m'arrête ici pour les 11 recommandations, Catalina, et je te cède la parole pour la suite. Merci. Merci énormément, donc, Véronique et Destiny, pour plus que ce compte-rendu, à la fois un éclairage très intéressant et sur la démarche aussi qu'a menée le groupe d'experts pour en venir à ces 11 recommandations. Alors, c'était très, très instructif. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, donc, au-delà de cette restitution, l'objectif aujourd'hui est également de rentrer en dialogue, puisque effectivement, le comité intergouvernemental, donc, pour la protection et promotion de la diversité des expressions culturelles, s'est saisi du rapport de ce groupe de réflexion et s'est réuni effectivement il y a 2 semaines, donc au début du mois de février. Et on va entendre maintenant Guillaume Prieur et Marie-Julie Desrochers nous rendre compte un petit peu de comment justement tout ça a été reçu et les décisions et positions qu'a pris le comité intergouvernemental. Qui aimerait débuter? Est-ce que c'est toi, Marie-Julie? Oui, je vais me Je te lancer. lance la balle. Merci. Merci, Catalina, et merci aussi à Véronique et Destiny pour cette présentation, à Clémence aussi. Donc voilà, ben, nous, on est là pour apporter la perspective de la société civile sur ce qui s'est déroulé effectivement il y a un petit peu plus qu'une semaine là, à Paris. D'abord, une courte note peut-être, puisque je sais qu'il y a un public assez diversifié. Qu'est-ce que c'est la société civile quand on parle de la Convention de l'UNESCO sur la protection, la promotion de la diversité des expressions culturelles? Mais dans le fond, moi, je suis la directrice générale de la Coalition canadienne pour la diversité des expressions culturelles. Cette coalition-là rassemble plusieurs organisations culturelles au Québec et au Canada, de plusieurs secteurs audiovisuels, musique, livres, arts visuels, etc. Et il y a aussi une fédération internationale des coalitions. Donc, il y a des coalitions pour la diversité culturelle aussi un peu partout dans le monde. Et moi, je suis la secrétaire générale de cette fédération-là. Et donc, dans la Convention de 2005, il y a quelque chose de spécial. C'est inscrit au cœur de au cœur de la Convention, à l'article 11, que la société civile a un rôle à jouer dans la mise en œuvre de cette convention-là. Donc, nous, on assiste aux travaux des parties et on peut prendre la parole et on prend la parole, ce qui n'est pas toujours le cas dans les conventions, avant même que les parties prennent leurs décisions. Donc, je vous dirais que cette année en particulier, on a senti une écoute différente, peut-être. C'est un ressenti, mais une écoute peut-être plus sincère qu'on a pu sentir à d'autres comités intergouvernementaux. Évidemment, l'intelligence artificielle pose des défis sans précédent, puis il y avait une atmosphère un peu spéciale, je trouve, à ce comité intergouvernemental-là cette année. Nous-mêmes, on était là. J'étais accompagnée de Bill Skolnick, qui est le coprésident de la coalition canadienne. Il y avait aussi des représentants de la coalition paraguayenne, de la coalition brésilienne. Il y avait des gens voilà, de notre réseau. Il y avait plusieurs personnes de notre réseau qui étaient là. Puis il y avait aussi plus d'organisations de la société civile qu'à l'habitude. La CISAC, par exemple, qui sera reconnue par certains des membres, était là. L'organisation internationale qui représente les scénaristes était présente, celle qui représente les auteurs aussi. Et les messages qui étaient livrés étaient vraiment forts et concertés pour une action urgente pour mieux protéger notre diversité des expressions culturelles ou nos diversités dans l'environnement numérique.
Donc, comment on se prépare à participer à un tel comité intergouvernemental? Nous, évidemment, on était au courant qu'il allait y avoir des recommandations des experts. Comme Catalina, tu l'as rappelé, tu as animé une journée de conférence qu'on avait fait, même pour nourrir les réflexions des experts. Mais on a pu prendre connaissance des recommandations, et là, vous voyez que c'est assez touffu, uniquement à partir du 16 ou du 17 décembre, là, juste avant le congé des fêtes ici. Et on devait donc prendre connaissance des recommandations, les comprendre, se mobiliser, se concerter et prendre une position très rapidement. Pour arriver à le faire, nous, comme ces recommandations-là étaient très importantes et aussi pas nécessairement toutes faciles à comprendre, mais je fais surtout référence à la première, là, à la notion de protocole. On a donc demandé à un expert indépendant de faire une étude pour nous présenter vraiment c'était quoi les tenants et aboutissants. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est un protocole? Qu'est-ce que ça apporterait? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un protocole, d'un nouvel outil juridique? Est-ce que ça peut avoir un impact sur la mise en œuvre de la convention telle qu'on la connaît? Pourquoi est-ce que le secrétariat, dans le projet de décision qui nous était proposé, proposait une espèce de scénario inhabituel où on devait faire approuver les recommandations, par exemple, au Conseil exécutif de l'UNESCO avant de se rendre à la conférence des parties. Donc, ce sont tous des éléments qu'on a analysés avec le comité exécutif de la Coalition canadienne pour la diversité des expressions culturelles pour prendre une position vraiment éclairée sur ces recommandations-là. Et on en est venu, on a aussi, c'est vrai, examiné quelles seraient les alternatives parce qu'on a compris qu'un protocole, c'est pas banal quand même. Puis souvent, l'exemple que je donne, en tout cas pour les gens qui ont mon âge et plus, certainement, on se souvient d'avoir entendu beaucoup parler du protocole de Kyoto. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas banal, qui est un instrument juridique contraignant, qui demande au gouvernement de déployer beaucoup d'efforts, beaucoup de ressources, d'avoir un mandat clair pour aller négocier. Puis, au-delà de ça, si on décidait d'adopter un protocole additionnel à la Convention, comme on l'a fait lorsqu'on a adopté la Convention, il va aussi falloir se livrer à une campagne de ratification pour convaincre un maximum d'États de signer ce protocole-là. Donc, après avoir fait toute cette étude-là, on en est venu à la conclusion au sein du comité exécutif de la Coalition pour la diversité des expressions culturelles au Québec et au Canada, qu'on soutenait l'ensemble des recommandations, incluant celle de faire un protocole. Nous, on a suivi les actualités autour de l'intelligence artificielle depuis là, maintenant presque 2 ans. Et ce qu'on constate au niveau international, c'est qu'il n'y a pas d'instrument juridique contraignant qui prend directement en compte les intérêts des créateurs, des créatrices, des ayants droit, qui a pour mandat de protéger la diversité de nos expressions culturelles. Alors, on va relever parfois quelques mentions de la culture, mais on ne voit pas un instrument international qui s'appliquerait à tout le monde ou qui serait ouvert pour signature à tout le monde, qui a pour objectif vraiment de protéger la diversité des expressions culturelles. Et on a considéré que c'est finalement peut-être à l'UNESCO tout à fait, de jouer ce rôle-là. Et puis que la Convention de 2005, avec laquelle on travaille beaucoup au Canada déjà, il faut rappeler peut-être que le Canada a été le premier pays à la ratifier, qui a joué un rôle de pionnier dans la dans le déploiement avec le Québec, bien sûr, et la France d'ailleurs, là, puisque Guillaume est là. Donc voilà, le Canada a toujours été pionnier dans la Convention. Donc on s'est dit, oui, on y croit, on croit que c'est là qu'on doit agir pour mieux protéger nos cultures dans l'environnement numérique. Donc, une fois que ça c'était fait au sein de la coalition, on a aussi, de notre côté, travaillé avec la Fédération. Je peux peut-être laisser la parole un peu à Guillaume, qui est président donc, de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle. Oui, merci Marie-Julie. Donc effectivement, on a fait cette réflexion et puis ce travail de concertation en parallèle avec ce que la coalition canadienne faisait de son côté. Donc on a eu effectivement un cycle de concertation avec les autres membres de la fédération. On a abouti finalement au même constat et à la même position que la coalition canadienne, puisqu'on a clairement et publiquement officialisé notre soutien à l'ensemble des recommandations, parce que je pense que c'est aussi quelque chose d'important, c'est qu'il y a 11 recommandations, mais c'est vrai que la conviction qu'on a, c'est que ces recommandations
elles forment un tout finalement. Ce sont des recommandations qui sont complémentaires, qui sont presque solidaires entre elles finalement, même si c'est vrai que la première proposition, celle qui concerne le protocole additionnel, fait vraiment office voilà, de proposition principale. Et en même temps, pour nous, elle fait aussi office de socle finalement, à partir de laquelle construire. On peut espérer construire en tout cas une réponse globale au déploiement de l'IA et aux enjeux qu'il pose pour la culture. Juste deux, trois points justement sur des éléments de réflexion qu'on a pu avoir. C'est vrai que le premier constat qu'on a partagé, c'est que d'ores et déjà aujourd'hui, mais ça sera encore plus le cas demain, l'intelligence artificielle a un impact sur le droit d'auteur et sur la création. Sur le droit d'auteur, voilà, je suis aussi à la SACD, donc je vois bien l'ensemble de ces services et de ces modèles d'IA qui sont d'ores et déjà entraînés finalement par quasiment toute la création artistique qui a pu exister de par le monde, nous plaçant dans une situation sans doute assez proche du pillage de droits d'auteur. Donc, il y a effectivement des enjeux très forts en matière de droits d'auteur. Véronique parlait de la question de la transparence, qui est effectivement un sujet central. Et puis, sur la création en tant que même, voilà, il suffit de discuter avec des créateurs pour voir aujourd'hui combien il y a des inquiétudes assez profondes sur l'évolution des métiers de la création artistique. Donc, l'IA a un impact sur la création sur le droit d'auteur et un impact qui sera encore plus fort demain. Deuxième point, c'est vrai que quand on fait le panorama des outils internationaux de protection, de promotion de la création, de la culture, aujourd'hui, il y a assez peu d'articles finalement qui concernent la question de la diversité culturelle dans l'univers de l'IA. Et pour être à Paris et puis pour avoir assisté aux échanges du sommet de l'IA qui s'est terminé il y a assez peu de temps, c'est vrai que les conclusions sont assez décevantes dans leur portée et dans la force dont on aurait pu souhaiter qu'elles aient. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que la question de la Convention UNESCO, pour nous, c'est l'outil, l'instrument le plus adéquat finalement pour porter une dimension de protection de la diversité culturelle dans ce monde de l'IA. Et ça ne veut pas dire, parce que c'est vrai que c'est aussi des choses qu'on a pu entendre par ailleurs, ça ne veut pas dire que la Convention telle qu'elle est rédigée actuellement n'a pas vocation à s'appliquer et à se déployer dans le monde de l'intelligence artificielle. Bien au contraire, ces principes, ce sont des principes permanents qui s'appliquent à toutes les technologies, aussi révolutionnaires soient-elles. Donc, pour nous, il n'y a pas le constat finalement d'une déconnexion, d'une démonétisation de la Convention dans ce nouvel univers, de la même manière que il y a eu tous ces travaux il y a une dizaine d'années sur les directives opérationnelles sur le numérique et qui ont abouti justement à cette directive, qui ont rappelé l'adéquation entre les principes de la diversité culturelle de la Convention et le monde numérique. Ça ne voulait pas dire que la Convention était démonétisée, ça veut simplement dire qu'on a besoin à un moment d'avoir aussi un outil qui permette de décliner plus finement, en tout cas, ces principes et d'en assurer une mise en œuvre qui soit complète et que ça puisse le faire. Et là, c'est aussi des enseignements des directives opérationnelles à travers un texte international qui est une force nominative et une force normative, pardon, qui soit équivalente à la Convention. Et c'est pour ça que le véhicule du protocole additionnel nous semblait aussi à la Fédération être particulièrement adapté. Et peut-être, merci Guillaume, mais moi je peux peut-être enchaîner là, parce que ça, c'était comment on en est arrivé à prendre notre position. Puis ensuite, il y a aussi comment on a travaillé à faire connaître notre position. Donc, nous, évidemment, on a véhiculé dans les délais très serrés qui nous étaient donnés cette position-là auprès de nos partenaires gouvernementaux, bien sûr, mais aussi auprès de nos partenaires de la société civile qui, eux aussi, peuvent transférer le tout à leur gouvernement. Donc, on a vraiment tenté de faire savoir à l'avance que la société civile était en faveur donc des recommandations. Ensuite, pendant la séance de travail à l'UNESCO, on avait organisé un événement euh, auquel notamment Guillaume participait justement encore une fois pour mettre de l'avant la position de la société civile. Et il y a aussi M. Ernesto Ottoni, qui est donc sous-directeur général pour la culture à l'UNESCO, qui a participé d'ailleurs à cet événement-là et qui, lui, s'est positionné là, très favorablement à l'égard de ces recommandations-là.
Ensuite, quand les travaux ont commencé, je pense que c'est d'intérêt pour le public québécois et canadien. On a quand même eu une belle présence de nos gouvernements sur la scène à l'UNESCO. Donc, en ouverture des travaux, il y a d'abord la sous-ministre de Patrimoine canadien, Isabelle Mondou, qui a livré une allocution dans laquelle elle a en fait affirmé une reconnaissance très claire de l'urgence d'agir pour protéger la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique. Il y avait vraiment plusieurs très beaux messages dans cette allocution-là. Toutefois, elle a terminé l'allocution en appelant à la prudence en ce qui concernait une action normative pour différentes raisons. Et donc, bien sûr, ça a teinté aussi les débats. C'est des choses qui sont prises en considération par l'ensemble des parties. Il y avait notamment, je pense, la complexité d'un tel outil, puis certains éléments dans la gouvernance là, qui étaient proposés pour arriver à adopter rapidement le protocole. Il y a aussi eu présence sur scène du ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe, lui qui a livré aussi une allocution avec plusieurs messages très forts pour soutenir l'ensemble des recommandations dans son cas. Puis ensuite, c'est quand même digne de mention, il y a eu aussi, je crois que c'est le Nicaragua qui a pris la parole, qui était assez favorable aussi à l'ensemble des recommandations et qui cherchait des façons de trouver des compromis pour apaiser certaines craintes des partis. Toutefois, la proposition qui avait été faite n'a pas eu suffisamment de soutien là, pour que les recommandations soient toutes adoptées. Donc, je ne sais pas si on a la diapositive là, qui présente la décision finale, simplement pour vous dire que c'est ça. On a donc entendu tout au long des travaux vraiment une unanimité des partis sur l'urgence d'agir, mais on n'a pas, les partis ne sont pas allés de l'avant pour adopter l'ensemble des recommandations telles qu'elles étaient proposées. Donc, ce qui a été recommandé pour les recommandations 2 à 11, donc qui portaient, comme Véronique et Destiny vous l'ont montré, sur la formation, le plaidoyer, la sensibilisation, alors, on a demandé qu'il y ait un plan d'action qui soit présenté pour le mois de juin prochain à l'égard de ces recommandations-là. Là, je vous synthétise le gros texte qu'il y a sous vos yeux. Et en ce qui concerne la recommandation 1, les parties ont demandé au secrétariat de l'UNESCO pour juin aussi de présenter une analyse comparative de différentes options juridiques examinées par le groupe de réflexion. Alors, je pense que les parties veulent réfléchir, être certain de prendre une décision vraiment éclairée, comparer la possibilité, la méthode aussi pour arriver à l'adoption d'un protocole et son efficacité comparativement à d'autres mesures juridiques qui pourraient être adoptées. Véronique vous en a présenté là, tout à l'heure pendant sa présentation. Donc, moi, j'ai bien hâte de prendre connaissance des documents qui seront déposés par le secrétariat, qui seront éventuellement rendus publics. On pourra voir quelles sont toutes les options juridiques qu'on pourrait envisager si on n'allait pas, si les parties décidaient de ne pas aller de l'avant pour un protocole. Une chose est sûre, nous, d'ici juin, ce qu'on va demander, c'est qu'il y ait des actions qui se mettent en place de façon urgente. On a besoin, même si on va de l'avant pour un protocole, alors vous avez compris que le scénario le plus rapide nous permettrait d'adopter un protocole en 2 ans, lequel faudra ensuite faire ratifier par un maximum de parties. Donc, même si on va de l'avant pour un protocole, c'est important de mettre en place des actions très rapidement. Donc, on espère qu'en juin, ça, ce sera reconnu et que le plan d'action nous permettra de déjà déployer des choses très concrètes rapidement. Et on espère aussi que la société civile, donc le milieu culturel, les artistes, qui sont beaucoup trop souvent mis de côté dans les processus de réflexion et de décision en ce moment qui touchent à l'IA, on espère que la société civile sera au cœur de la mise en œuvre de toutes ces recommandations-là, que l'on pense au texte du protocole ou à l'ensemble des autres recommandations. C'est-à-dire que quand on parle d'un réseau d'experts, il faut s'assurer qu'il y a des gens qui comprennent bien les industries culturelles, qui fassent partie d'un tel réseau et non qu'on mette uniquement des spécialistes d'intelligence artificielle en pensant qu'ils vont pouvoir rapidement comprendre les réalités qui sont propres à nos secteurs. J'essaie d'aller vite parce que je voudrais quand même être certaine qu'on va garder du temps pour les questions. Donc, je ne sais pas, Guillaume, si tu voulais aussi renchérir Non, mais là-dessus pour enfin, conclure. peut-être simplement, enfin, un élément qui, pour moi, en tout cas, pour avoir de l'importance, c'est qu'il y a un élément de contexte pour la prochaine conférence des États parties. Donc, ça sera en juin et ça sera aussi le moment où l'UNESCO célébrera les 20 ans
de la convention de l'UNESCO. Donc, je suis assez convaincu que l'ambiance sera très différente de celle qu'on a pu connaître en février, qu'il y aura à la fois ces éléments de célébration et je pense aussi une prise de conscience collective que la convention est aussi arrivée à une sorte de carrefour, qu'elle a 20 ans et qu'on a besoin pas simplement de la célébrer pour le passé, pour ce qu'elle a fait, mais aussi de commencer en tout cas à tracer un chemin pour l'avenir et on ne pourra pas le tracer si on n'a pas des éléments qui nous permettent de s'assurer de sa validité, de sa pérennité dans le cadre de l'intelligence artificielle. Donc j'ai envie d'être optimiste en tout cas pour la prochaine conférence des États parties du mois de juin. Très bien. Ben, écoutez, je vais vous arrêter ici. C'est vraiment, écoutez, moi, j'ai plein de questions. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les gens dans la salle et ceux qui sont en ligne, les personnes qui sont en ligne. D'ailleurs, je vous invite fortement à déposer vos questions, soit directement, en fait, dans le chat, dans la conversation, ou il y a carrément aussi, tout en bas de votre écran, si vous regardez les petites icônes, il y a une petite icône avec un point d'interrogation. Devinez ce que ça veut dire. Donc, vous pouvez déposer là vos questions et ça va nous faire plaisir de colliger tout ça. S'il nous reste du temps à la fin, on pourra y revenir. Mais peut-être juste avant d'enchaîner sur un petit échange justement maintenant entre l'ensemble de nos panélistes, Véronique, est-ce que vous aimeriez amener quelques précisions peut-être autour justement de ces procédures, en fait, de la décision telle qu'elle a été prise? Parce que là, bon, on nous parle de peut-être ça pourrait prendre 2 ans, peut-être plus. Qu'est-ce que ça veut dire exactement tout ça là? Avec plaisir, on va aussi mettre à l'écran une diapo qui va permettre de comprendre le calendrier auquel on est confronté. Alors, la situation est la suivante, c'est que pour s'engager dans la négociation d'un protocole, il faut qu'une décision soit prise par l'ensemble des membres de l'UNESCO. Donc, il faut porter la question en conférence générale. Et la conférence générale, c'est un organe qui se réunit tous les 2 ans. Et il y aura une réunion, la prochaine réunion de la conférence générale est en novembre 2025. Mais il y a un préalable avant qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour de la conférence générale. Il faut que le conseil exécutif examine ces questions et en recommande l'inscription à l'ordre du jour de cette conférence générale. Et le conseil exécutif, lui, se réunit 2 fois par année, chaque 6 mois. Et l'option qui est, bon, le calendrier régulier fait en sorte que la prochaine session du conseil exécutif est en avril. Or, pour l'instant, le comité intergouvernemental n'a pas pris la décision de souhaiter l'inscription du protocole à l'ordre du jour de cette réunion du conseil exécutif, ce qui nous amène à la prochaine session qui sera, je crois, en septembre ou octobre. Oui, le conseil exécutif pourrait être saisi, mais nous ne respecterions pas alors le délai de 90 jours. C'est-à-dire que le conseil exécutif doit examiner la question 90 jours avant la conférence générale. Donc, si on suit le calendrier régulier qui est devant nous, ce n'est pas en 2025 que la conférence générale pourrait décider d'initier la négociation, mais plutôt lors de la conférence de 2027, sachant que à la fin de la négociation, c'est par une décision de la conférence générale aussi qu'un traité est adopté et ensuite porté vers les membres de l'UNESCO pour ratification, et ce qui nous amène au minimum en 2029. Ça ne pourrait pas être plus court qu'une négociation de 2027 à 2029. Donc ça, c'est le scénario auquel nous sommes confrontés compte tenu du fait que pour l'instant, on s'en remet à la conférence des parties à la Convention de juin pour statuer sur le protocole. On va aller vers l'option 2 qui est actuellement envisagée, advenant une grande détermination des parties à la Convention lors de sa rencontre en juin 2025. Si la conférence des parties décide d'aller de l'avant avec l'idée du protocole, il faudrait que le conseil exécutif se réunisse en session extraordinaire avant l'expiration du délai de 90 jours. Donc, il faudrait espérer que les membres de l'UNESCO soient aptes à convoquer une session extraordinaire dès juillet, je pense maximum début août,
afin que le délai de 90 jours soit respecté et que le point soit inscrit à l'ordre du jour de la conférence générale de novembre 2025. Mais c'est là où oui, il y a une question de procédure, mais on est devant aussi un enjeu de volonté politique des partis, d'aller de l'avant avec le protocole et de saisir rapidement le conseil exécutif pour ne pas rater, en fait, l'occasion de démarrer la négociation en 2025 avec toujours cette perspective que 2 ans plus tard, le protocole puisse être adopté à la suite de négociations entre les membres de l'UNESCO sur le contenu du texte en question. Je ne sais pas si c'est clair, Catalina, ou si tu as des questions. Ce que je retiens surtout, c'est qu'on semble être entré un petit peu dans une course contre la montre. Donc, on retient ça. Je pense que ça clarifie beaucoup, effectivement, donc les incidences de devoir reporter au mois de juin, en fait, cette décision d'aller de l'avant ou pas avec le protocole. On comprend bien les incidences que ça pourrait avoir, effectivement, donc sur la mise en place et le déploiement final du dit protocole. Alors, écoutez, là-dessus, je vais quand même vous lancer quelques questions. J'aimerais qu'on ait un échange aussi à 4. Parce que je suis certaine, bon, peut-être les gens dans la salle ont des questions, je vais essayer de les insérer dans tout ça, mais vous dire qu'il nous reste encore quelques minutes et profitons-en donc pour tenter d'approfondir certains points que vous avez présentés à tour de rôle. Peut-être la première question qui me vient à l'esprit, c'est effectivement pourquoi, en fait, je pense que chacun, et vous vous êtes posé la question, Guillaume, vous le mentionniez, de se dire est-ce qu'effectivement c'est la meilleure façon et le meilleur instrument à travers l'enceinte de l'UNESCO? Pourquoi effectivement l'UNESCO semble être cette meilleure enceinte? Je voulais relancer la question peut-être à vous, Destiny, pour savoir pourquoi en fait c'est effectivement peut-être la meilleure instance pour avoir cette conversation et défendre les intérêts de la diversité des expressions culturelles. Je pose la question parce que vous avez notamment et souvent évoqué d'autres enjeux, celui de l'intelligence artificielle, par exemple, ou de la propriété des droits d'auteur et tout. Donc, pourquoi pas d'autres enceintes, par exemple, comme l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle? C'est une excellente question et je commencerai à répondre en disant déjà dans un premier temps simplement que aujourd'hui, ce n'est que l'UNESCO qui nous propose un instrument normatif qui nous permet de promouvoir et de protéger la diversité des expressions culturelles, y compris dans l'environnement numérique. Cela dit, moi, j'aimerais vraiment attirer l'attention de tout le monde sur ce qui se passe actuellement là, au niveau des vents contraires qui soufflent en termes de dérégulation et où on voit que ce qui est en train de se passer dans les enceintes multilatérales actuellement, c'est que si on n'y prend pas garde, là, dans le contexte géopolitique actuel, mondial actuel, on risque de renforcer davantage le pouvoir des géants du numérique. Dans toutes les enceintes, et j'en ai fait quelques-unes, avec tous les sommets, tous les événements auxquels il y a eu au cours des derniers mois ou dernières années. Et l'une des dernières, en l'occurrence, c'était le sommet sur l'IA de Paris. Là. Eh bien, ce qui se passe, c'est que on participe à des discussions, on est témoin d'enjeux sur lesquels on dit, voilà, il est crucial d'intervenir. Il ne faut pas que, justement, nous laissons, par exemple, nos cultures subir les lois de la marchandisation à tout va. Mais une fois qu'on a dit ça et que nous, en tant qu'experts, nous faisons nos constats, nos diagnostics, nous les posons, ben, ce qu'on lit à travers les discours, à travers les déclarations au final, et l'exemple le plus partant, c'est celui, par exemple, à l'issue du sommet sur l'IA. On était avec Véronique, Macron était à quelques pas de nous quand, dans son discours de clôture, il disait « Avançons vite, on a besoin d'avancer beaucoup plus vite parce qu'on va faire une stratégie à la reconstruction de Notre-Dame, là, donc on veut rattraper notre retard en matière d'IA. Et pendant qu'on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On laisse totalement la culture de côté. La déclaration sur l'IA, là, de la déclaration de Paris, à peine une ligne qui dit on invite à la nécessité d'une réflexion mondiale sur différents enjeux. Et on cite plein d'enjeux, sécurité, développement durable, innovation. Et la culture, là, ça apparaît juste au bout de la liste, là, avec diversité linguistique et droit des propriétés intellectuelles. Donc, c'est pour vous dire qu'une fois encore, à partir de toutes ces frustrations qu'on voit émerger, l'enceinte la plus justifiée, adéquate aujourd'hui pour avoir ces discussions de fond et pour pouvoir réserver toute la place qu'il faut à des enjeux importants comme ceux de la souveraineté culturelle, ben, ça va être à l'UNESCO que ça doit se décider, que ça peut passer, en fait. Excellent. Donc, c'est vraiment le travail d'imposer la culture dans l'agenda de toutes ces discussions-là dans les différentes
Absolument. dans toutes ces dimensions-là. Mais très bien. Écoutez, très Merci. intéressant. Je ne sais pas si les autres voulaient rebondir là-dessus. Sinon, je voudrais revenir aussi sur les commentaires et l'explication que nous a fournie Véronique sur les raisons qui ont motivé justement cette recommandation 1, donc de mettre en place un protocole. Et je vous cite là, vous disiez, Véronique, vous avez très bien expliqué, donc que l'objectif, c'est vraiment de compléter, d'aller plus loin, d'enrichir ce qui était déjà en place, nommément évidemment la Convention de 2005. Mais néanmoins, je vous pose la question parce que et on a bien compris que les 2 pouvaient continuer de se complémentariser et tout, mais est-ce que ça ne risque pas par ailleurs d'être, soit perçu non pas comme un aveu d'échec de la convention ou parce qu'on n'a pas réussi à mettre ou par exemple des directives opérationnelles ou est-ce qu'il n'y a pas un risque, par exemple, que la convention, devienne un peu, soit affaiblie, en fait, par la mise en place d'un protocole comme celui-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je vous dirais que si les experts ont choisi la voie du protocole, c'est parce qu'ils pensent que c'est la meilleure façon de relever les défis auxquels, comme je disais, les industries culturelles, les artistes et les professionnels de la culture sont confrontés. Le protocole, c'est un outil supplémentaire qui s'ajouterait à la Convention, mais la Convention demeure pertinente. La Convention est rédigée dans des termes très larges. Hein? Cette réaffirmation du droit souverain des États d'agir, la Convention porte sur les politiques et mesures relatives à la diversité des expressions culturelles. Les États peuvent agir par rapport aux 4 domaines d'action prioritaires déjà à l'intérieur de ce cadre et ils sont guidés par les directives opérationnelles. Mais l'outil supplémentaire que constituerait un protocole viserait à inciter les États, à travers des normes juridiquement contraignantes, d'agir par le biais de certaines politiques et mesures qui nous paraissent indispensables pour atteindre les objectifs de la Convention dans l'environnement numérique. Je vais vous donner un seul exemple. On parle beaucoup ici au Québec et au Canada de découvrabilité, des contenus nationaux, des contenus locaux ou encore dans certaines langues. On n'atteindra pas cet objectif de protéger la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique s'il n'y a pas une masse critique d'États qui prennent des moyens fermes pour forcer les plateformes qui ciblent leur public à mettre de l'avant du contenu national, local ou dans certaines langues. Rien n'empêche les États de le faire. L'Union européenne est allée de l'avant avec sa directive SMA. Au Canada, on a notre loi sur la diffusion en continu qui est en voie d'être mise en œuvre et qui parle de cette mise en valeur des contenus locaux. Mais si on veut de la vraie diversité dans l'environnement numérique, c'est pas 27 plus 1, c'est pas une petite poignée d'États qui doivent agir en ce sens, c'est plusieurs dizaines d'États. Et là, l'instrument juridique contraignant vient opérer une pression supplémentaire complétée par tout le reste, le renforcement des capacités, la sensibilisation, l'échange des bonnes pratiques, mais le fait est qu'une norme contraignante, c'est une norme contraignante. Donc, elle a un effet supérieur sur le territoire des États et j'ajouterais qu'elle a aussi un effet dans l'ordre juridique international. Elle fait son entrée dans l'ordre juridique international et par le biais de mécanismes, je n'entrerai pas dans les détails, mais quand on parle de l'obligation des États de tenir compte de l'ensemble de leurs engagements quand ils interprètent certaines normes, certains traités auxquels ils sont partis, ça, c'est l'effet du protocole. Les directives opérationnelles n'ont pas cet effet-là juridique, ne vont pas aussi loin dans l'ordre externe à l'UNESCO. Et donc, il faut avoir cet ensemble de considérants pour estimer que le protocole, c'est un ajout, ça n'enlève rien à la Convention, mais ça donne plus de force à certaines politiques et mesures, là, et engagements qui seraient pris par les partis. Permettez-moi de lancer, de rebondir là-dessus, en fait, avec une question qui nous est soumise par la salle. En fait, elle nous arrive plus précisément de Jérôme Payette de la PEM. Donc, des suites de ce que vous venez de dire, Véronique, euh, est-ce que, deux choses, quel serait le risque, en fait, qu'on n'obtienne pas une ratification de cette masse critique de pays et où a-t-on au moins à cette étape-ci un indice qu'on a plusieurs pays, ou en tout cas suffisamment de pays, qui seraient d'accord pour ratifier un tel protocole?
Bien, sur les indices, peut-être que la société civile est davantage connectée sur les positions des partis. Moi, ce que j'ai entendu, parce qu'il a été impliqué dans les travaux, j'ai eu quand même quelques échos aussi des discussions qui se sont déroulées avant le comité, c'est qu'il y avait plusieurs partis qui étaient très favorables à cette idée du protocole. Maintenant, il y a eu ces discussions lors du comité où certaines parties, et je pense que là, c'est d'ordre factuel, dont le Canada souhaitait que plus de temps soit pour analyser différentes options juridiques. Et c'est sûr que là, on repousse l'échéance. On est devant cette urgence d'agir, mais on repousse l'échéance possiblement de 3 mois si tout va bien, potentiellement au moins de 2 années si on a encore besoin de davantage d'informations après la réunion de juin. Donc, il y a cette réalité aussi, qu'il y a des dynamiques de groupe et qu'en ce moment, ben, il y a des partis qui souhaitent avoir davantage d'informations avant d'aller de l'avant. Sur la question du risque, ce qui est fascinant de voir en ce moment, c'est, et Marie-Julie l'a nommé, cette effervescence, en fait, que juste évoquer cette idée d'aller vers une norme juridiquement contraignante pour stimuler la mise en œuvre de la Convention dans l'environnement numérique et d'aller plus loin dans la protection et la promotion, moi, ça me fait dire qu'il y a un intérêt, qu'il y a plusieurs parties qui sont très, très, très inquiètes et qu'il y a une volonté tout de même assez largement partagé d'aller plus loin. Donc, je suis plutôt une optimiste. Moi, j'ai l'impression que ce protocole pourrait donner des résultats très, très impressionnants parce que l'inquiétude est extrêmement grande et que plusieurs sentent l'urgence d'agir. Cela dit, rien dans cette démarche, encore une fois, n'affaiblit la Convention. Et la Convention demeure un instrument juridique contraignant. Les directives opérationnelles relatives à l'environnement numérique sont encore un guide pertinent pour amener les États à agir. Et le protocole est un ajout et n'enlève rien à ce qui existe déjà. Très bien. Bon, mais on le réitère, effectivement, il s'est déclenché là, tout un chronomètre, 24 heures chrono, vous rappelez-vous de cette série-là? Bref. Parenthèse, mais Marie-Julie, j'aimerais rebondir peut-être avec vous, Marie-Julie et Guillaume, pour savoir effectivement quel rôle, là, d'ici les prochaines étapes, là, que ce soit le prochain comité exécutif ou cette rencontre de juin. On a bien entendu la position, puis effectivement, bon, les demandes d'informations supplémentaires qui ont été demandées. Mais d'ici là, qu'est-ce que la société civile, comment on souhaite s'impliquer dans les milieux, quel rôle donc peut-on jouer en faveur de, à défaut de l'accélération du processus, du moins effectivement la sensibilisation vers cette mobilisation qui amènerait par exemple à une adhésion plus grande autour d'un projet de protocole? Oui, merci, Catalina. Ben, peut-être juste avant pour rebondir, parce que Véronique disait la société civile peut peut-être vous dire tout ça. Moi, j'ai pas une baguette magique là, qui me donne un contact avec chacune des parties, mais quand même, on a entendu, en référence aussi à la question de Jérôme Payette, on a entendu plusieurs parties prendre position en faveur du protocole, mais une chose, cette idée-là, on n'a pas eu beaucoup de temps pour prendre connaissance des recommandations. Donc, plusieurs parties en ont pris connaissance. Et puis, il y avait différents éléments qui étaient discutés. Il y avait l'idée d'adopter un protocole, puis il y avait l'échéancier pressé aussi qui était sur la table. Alors, ce n'est pas nécessairement évident de faire la part des choses pour savoir qu'est-ce qui était un bloquant. Est-ce que c'était l'échéancier, la procédure de gouvernance un petit peu rapide qui était proposée ou c'était vraiment la notion de protocole. Donc, certainement, ça, c'est à suivre parce qu'il y avait quand même plusieurs parties qui se sont prononcées en faveur. Puis à un moment donné, si tout le monde reconnaît l'urgence d'agir, ben alors là, c'est bien, on va pouvoir analyser d'autres options. Donc, on verra qu'est-ce qui nous permet d'atteindre notre objectif le plus rapidement. À la fin, nous, comme société civile, c'est ce qui va guider toujours nos prises de position. Ce qu'on souhaite, c'est avoir un impact concret rapidement dans la vie des créateurs, des créatrices qui, en ce moment, sont bouleversés par le développement de ces technologies-là. Mais dans les prochains mois, ben, notre rôle, nous, comme société civile, notamment, c'est d'organiser des événements comme ça pour faire connaître ce qui s'est passé au comité intergouvernemental
gouvernementale pour faire connaître aussi ce qui va se passer en juin. On souhaite avoir que le milieu soit informé, ait une compréhension des enjeux qui se déroulent. Et puis, ben, la société civile, notre rôle, c'est toujours de mettre de la pression. Vous avez sans doute tous vu ce matin la campagne qui a été faite au Royaume-Uni où il y a un album silencieux qui a été lancé pour montrer la menace que représente l'intelligence artificielle finalement. Une belle façon de faire du bruit autour de ces questions importantes, ben, c'est notre rôle, la société civile, de continuer de faire du bruit, de continuer de mettre la lumière sur les défis qu'on a et sur les solutions qu'on souhaite voir adoptées. Donc, dans les prochains mois, on risque d'être très, très actifs à prendre connaissance des nouvelles recommandations, puis à travailler à les faire connaître, puis à développer une appropriation du milieu, puis une mobilisation. Guillaume, je ne sais pas si tu veux compléter. Non, non, c'était extrêmement clair et je n'aurais pas dit mieux. Mais vous en faites pas, Guillaume, j'ai une question pour vous juste après, mais je voudrais Non, mais- rebondir sur ce que vous dites, Marie-Julie, parce que j'ai une question d'une personne dans la salle. Quand je dis la salle, vous m'excuserez, hein, ça peut faire référence évidemment à la salle virtuelle ou à vous qui êtes là-bas en présentiel, mais quoi qu'il en soit, Viet-Cao pose la question quand même, et c'est peut-être même un peu plus challengeant, en assumant même qu'on parvienne à mettre en place ce protocole dans les 2 années ou en tout cas dans 28 mois. Est-ce que vous pensez que les recommandations resteront néanmoins valides au vu de l'évolution technologique extrêmement rapide auquel on fait face? Qui a le Mais, plaisir de répondre, hein? Allez-y, Véronique. oui, je peux répondre à cette question parce qu'on s'est nous-mêmes posé la question et c'est un aspect qui a été pris en compte dans la formulation de nos recommandations, de faire en sorte qu'elles puissent résister à l'épreuve du temps. Quand on parle de mettre de l'avant du contenu local et national, quelles que soient les technologies, quels que soient les outils avec lesquels on va interagir dans l'environnement numérique, on sait que les moteurs de recherche sans doute vont disparaître, peut-être les plateformes aussi, en tout cas, vont se transformer. Mais l'enjeu, il va rester le même. C'est de permettre à un public d'être en contact avec sa culture, avec son identité. Je pourrais multiplier les exemples, même chose en ce qui concerne la diversité linguistique des contenus. Donc, les experts avaient en tête ce défi et ont formulé les recommandations pour qu'elles survivent à l'épreuve du temps. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Guillaume, je vous avais promis une question. J'en ai une pour vous parce que c'est quand même, effectivement, on en parle, puis ça fait l'objet de la dernière recommandation très importante qui concerne l'intelligence artificielle et l'encadrement de l'intelligence artificielle. Pensez-vous que dans le contexte politique actuel, nommément aux États-Unis, tel qu'on le voit avec un désengagement, en fait, de la part du président américain vers des engagements qui auraient été pris par ailleurs, pour mieux encadrer donc le développement de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a un sentiment dans l'Union européenne actuellement que ça pourrait mener à une réorientation ou changer quoi que ce soit dans les orientations que prend l'Union européenne en matière d'encadrement de l'intelligence artificielle? Bah, clairement, il y a un risque d'une vague en fait qui nous ramène largement en arrière. Ce qu'il faut voir, c'est dans l'Union européenne, depuis 10 ans, à peu près une dizaine d'années, il y a eu un mouvement finalement d'encadrement de l'ensemble du numérique en faveur de la création. On a eu la directive sur les services de médias audiovisuels qui a fixé des obligations, par exemple, de financement, d'exposition de la création européenne sur les plateformes. Il y a eu la directive droit d'auteur qui a encadré là aussi le respect du droit d'auteur par les plateformes numériques. On a eu le règlement sur l'intelligence artificielle il y a quelques mois. Donc, on a eu un mouvement vraiment d'encadrement, d'organisation, de régulation du numérique. Et là, c'est vrai que le risque qu'on aperçoit est le risque du retour en arrière pour 2 raisons. La première, c'est effectivement l'activisme des géants de la tech dans le monde de l'IA. Et on voit bien que l'intelligence artificielle est utilisée par certains comme une sorte de cheval de Troie pour déréguler. On l'a à nouveau entendu au sommet de l'IA avec tout un discours qui est qui est totalement faux, mais en tout cas qu'on entend très fréquemment et qui vise à opposer la régulation et l'innovation. En fait, on peut totalement innover dans un monde dans lequel il y a des régulations et même d'ailleurs, l'innovation a aussi besoin de sécurité juridique pour se déployer. Donc, c'est complètement absurde de faire cette opposition. Et puis, d'autre part, oui, on s'est aperçu aussi, comme beaucoup de monde, qu'il y avait un nouveau président aux États-Unis dont
les engagements, dont les prises de parole, les prises de position insistent beaucoup sur voilà, ce qu'il appelle les distorsions de concurrence que subiraient les entreprises américaines, le traitement inégal qui leur serait infligé. Bon, tout cela est effectivement totalement faux, mais là, c'est aussi un élément d'actualité. On a appris hier qu'il avait signé un mémorandum pour l'US Trade, donc le département du commerce américain, pour leur donner instruction de reprendre les enquêtes qu'il avait initiées déjà sous son premier mandat sur les pratiques déloyales des pays tiers en matière de numérique. Et là, l'Union européenne est clairement visée par ces propos, puisque dans le texte, on parle justement du Digital Single Act, d'autres textes qui relèvent de la régulation du numérique. Donc, on s'attend effectivement, d'une part, à un activisme très fort des entreprises américaines et du président américain. Et le risque qu'on a, mais là, on commence d'ores et déjà à se mobiliser pour éviter ce risque, c'est un phénomène de crainte, en fait, des autorités de la Commission européenne qui pourraient finalement se retrouver assez soumises à ces pressions extérieures et à ces tentatives de manipulation finalement pour déréguler ce que l'Union européenne a fait. Donc on rentre dans un moment qui va exiger une très double vigilance. Donc, d'un côté, exactement. pour nous assurer qu'on conserve le momentum pour aller faire avancer des projets comme celui dont on discute aujourd'hui, donc sans nécessairement s'en aller jusqu'en 2029, donc que les choses puissent répondre à l'impératif de l'urgence d'agir. De l'autre côté, sans accuser de recul sur ce que peut-être on a déjà réussi à mettre en place dans différentes juridictions. Alors, le défi sera de taille, mais je suis sûre qu'on est capable d'y arriver. Cela étant dit, permettez-moi de clore cette discussion sur des éléments peut-être un peu plus pragmatiques en vous lançant quelques questions qui nous sont arrivées de la salle. Et là, quand je vous dis pragmatique, c'est on va redescendre sur le plancher des vaches et c'est une bonne chose. Une question donc pour Destiny. On nous dit parlons argent, Destiny. Le domaine d'action numéro 4 et la recommandation 11 sur le renforcement des capacités, le renforcement du rôle de l'UNESCO exigent inévitablement, évidemment, des ressources budgétaires et humaines. C'est vrai que c'est beaucoup le domaine d'action 4, hein, si on souhaite se lancer dans ce renforcement de capacités. Donc, d'expérience, les pays sont déjà particulièrement réticents pour financer des programmes dans d'autres organisations internationales, hein, et on donne l'exemple, par exemple, de l'OMS, l'OMC. Ne craignez-vous pas que l'UNESCO souffre aussi de ces mêmes difficultés? La question nous vient de M. Antoine Caumont. Qu'en dites-vous, Destinée? Est-ce qu'on va réussir donc à encourager effectivement que les ressources et les moyens soient mis à disposition pour atteindre les ambitions? Je répondrai en disant il faudra se donner les moyens de ses ambitions parce que justement, le renforcement des capacités est aujourd'hui une clé par rapport à tout ce dont on parle là. Vous savez, il y a de plus en plus un net décalage en matière de connaissances, de littératie, que ce soit en algorithmie, en IA, en découvrabilité, entre d'une part les scientifiques, les experts, la société civile, les parlementaires, les législateurs, les lobbyistes, les acteurs culturels eux-mêmes, les artistes et les créateurs. Et je ne vois pas comment on s'en sortira si on ne commence pas par mettre l'accent déjà sur de mettre un peu tout le monde au même niveau de maîtrise et d'appropriation disons en termes d'usage aussi hein, de ces outils. Et donc, il faut, c'est effectivement dans les recommandations, ça sous-entend qu'il faudrait que les politiques culturelles investissent davantage, non seulement dans le financement de la culture, mais dans le financement de formation pour justement mettre à niveau les compétences en matière de culture numérique, de culture algorithmique pour différentes parties prenantes. C'est fondamental si on ne veut pas laisser nos cultures uniquement à des formules algorithmiques qui, justement, dont on ne comprendrait rien, qui sont inexplicables, qui ne sont pas transparentes, etc. Je peux ajouter une phrase? Oui, bien sûr. Allez-y, Marie. Oui, au Canada, industrie, le ministère de l'Industrie, j'ai ICED en tête, investit énormément dans le développement de l'intelligence artificielle et dans la formation, le secteur culturel. On n'a pas besoin d'attendre après l'UNESCO. Le Canada est capable d'agir maintenant pour aider au renforcement des capacités dans le domaine de l'IA. Puis j'espère que le milieu culturel aura sa part bien à lui.
Ah, comme c'est intéressant et on aurait pu poursuivre cette conversation-là, effectivement, sur ce que, en attendant, chacun des pays et chacun des États a le pouvoir d'agir et le pouvoir de faire à son échelle, donc dans ses propres juridictions, et d'entendre et de recevoir et de commencer même donc à appliquer ces recommandations qui se trouvent dans ce rapport, je vous le rappelle, donc du groupe de réflexion sur la diversité des expressions culturelles dans les environnements numériques. Écoutez, j'aurais voulu continuer cette conversation, vous comprendrez bien. Je tiens à m'excuser auprès des personnes qui avaient soumis des questions. Peut-être, et je pense qu'on pourra reparler avec Clémence et Véronique, vous serez sans doute en mesure d'avoir des réponses à vos questions. Néanmoins, on fera un suivi en ligne. Je tiens à remercier évidemment chacune et chacun d'entre vous pour le temps, non seulement que vous avez accordé aujourd'hui autour de cette conversation, mais surtout pour l'intensité, je pense, des travaux. On est dans un momentum définitivement depuis 2023 avec vraiment énormément d'énergie mise de manière extrêmement serrée. Donc, il y a eu les décisions en 2023 de créer ce groupe. Tout de suite au mois de mai, les premières rencontres en novembre à Paris, en décembre, un rapport, les rencontres derrière du comité intergouvernemental qui prennent position. Je pense qu'il y a là matière à célébrer effectivement cette mobilisation générale et ce leadership donc, dont vous parliez, Marie-Julie, notamment du Québec et du Canada. Donc, je nous invite à poursuivre dans cette voie-là. Là-dessus, il est 13h32. J'ai envie de dire on lève l'Assemblée. Et puis, je vous remercie infiniment. Je vais te laisser les derniers mots, Véronique, si tu le souhaites. Ben, avec plaisir. D'abord, mes derniers mots pour te remercier, Catalina, d'avoir accepté d'animer ce panel magnifiquement bien. Donc, merci d'être là et j'espère que tu seras associé aussi à nos autres événements qui s'en viennent au cours des prochains mois dans le cadre du 20e anniversaire de la Convention que l'on organise avec la Coalition pour la diversité des expressions culturelles. Ben, dernier mot pour dire, soyons optimistes. Il y avait un rendez-vous il y a 2 semaines à Paris. Je pense qu'il n'est que reporté en juin. Il est encore possible pour les partis de prendre des décisions pour aller de l'avant avec l'ensemble des recommandations, mais notamment celles du protocole. Alors, l'appel est lancé et nous sommes disponibles. Destiny et moi, on a fait l'exercice plusieurs fois de parler des recommandations. Alors, s'il y a des gens en ligne qui souhaitent en savoir davantage, je pense qu'on peut... On est dédié à la cause. On va continuer à échanger avec vous si vous avez des questions. Donc, n'hésitez surtout pas. Et ben, sur ce dernier mot, simplement remercier ma formidable équipe de la Chaire UNESCO pour l'organisation, aussi l'accompagnement dans l'organisation de cette conférence midi, ainsi que l'OBVIA, l'équipe de l'Observatoire sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. La coalition aussi, bien entendu, mais qui est partenaire, donc qui bénéficie aussi de ces formidables équipes. Et je ne m'en voudrais de ne pas remercier également l'équipe TeamLab qui nous a offert gracieusement l'image qui est utilisée dans la publicité de cet événement. Donc, merci à cette équipe d'avoir accepté qu'on utilise votre belle image pour promouvoir ce midi de la culture. Et ben, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain midi qui aura lieu à la fin mars. On vous laisse planer le suspense sur le thème, mais sur nos réseaux sociaux, vous serez informés prochainement. Il y aura encore 2 rendez-vous fin mars et fin avril pour poursuivre ces discussions sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Merci d'avoir été des nôtres. Est-ce que j'oublie quelque chose? Si personne ne se manifeste, je vous dis au revoir. Excellente fin de journée et à la prochaine. Merci.